J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui, on va en faire le moins possible. Aujourd'hui, on va parler des inspirations minimalistes musicales dans le jeu vidéo. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le minimalisme? On emploie le plus souvent ce terme non pas dans la musique, mais dans les beaux-arts. Et dans la mesure où il ne s'agit pas de mon domaine de prédilection, je préfère vous laisser avec l'excellente Nart qui a une chaîne sur le sujet et qui en parlera bien mieux que moi. Pour comprendre ce qu'est le minimalisme dans les beaux-arts, petite remise en contexte. Vous êtes aux États-Unis et ce sont les années 60. C'est un véritable bouillonnement artistique et culturel et tout le monde, absolument tout le monde, y va de son petit mouvement. La côte Est raffole de l'expressionnisme abstrait, qui consiste à retranscrire ses pensées et ses sentiments à travers des formes abstraites et des couleurs souvent très variées et vives. De l'autre côté, sur la West Coast, on est plutôt branché pop art. Et au milieu, il y a les mécontents, ceux qui trouvent l'expressionnisme abstrait trop subjectif et qui jugent le pop art trop figuratif. Eux, leur kiff, c'est l'architecture de Mies van der Rohe et son Less is More, c'est le suprématisme de Malevich et son carré blanc sur fond blanc, et ce sont les monochromes de Ad Reinhardt. Eux, ce sont les minimalistes. Après, n'allez surtout pas leur dire qu'ils font de l'art minimal parce qu'ils détestent ça. Les Karl André, Donald Judd, Frank Stella considèrent en effet que si la sobriété est une caractéristique commune de leurs œuvres, elle n'en constitue pas le but. Parce que l'économie, voire la pauvreté des moyens et des formes, n'est pas ce qui les intéresse en priorité. Leur intérêt premier, en fait, c'est la perception des objets par rapport à l'espace. Les œuvres sont des révélateurs de l'espace environnant qu'elles incluent comme un élément déterminant. Par exemple, cet espace, Dan Flavin lui donne une consistance en le teintant de lumière. L'œuvre, ne faisant ainsi plus qu'un avec l'espace, permet de saisir la globalité des perceptions. En gros, tout interfère sur la manière dont vous percevez les choses. Changez une œuvre d'environnement et elle vous semble différente. Interférez sur un espace et il vous paraît changer. Le jeu du minimalisme, on pourrait croire de prime abord que c'est un jeu d'économie de moyens, alors qu'en fait, c'est plus un jeu d'objectivité. Et voilà en ce qui concerne le minimalisme dans les beaux-arts. Mais maintenant, retour à la musique, à toi le micro, Vlad. Merci Nart. Du coup en musique, par quoi cela se traduit-il? Plus ou moins par la même chose en fait. Le minimalisme musical est né dans les années 60 aux États-Unis et repose, pour vous la faire courte, sur l'économie des moyens, le fait d'utiliser le moins de matériaux possible pour composer. Aussi a-t-on souvent tendance à associer ce minimalisme musical à un emploi très restreint d'instrumentistes et à un emploi très restreint de notes aussi, tant qu'à faire. Et ça peut effectivement passer par là, mais ça se limite pas à ça. C'est généralement plus un concept d'écriture que de quantité matérielle réelle. J'entends par là qu'il est tout à fait possible de trouver des musiques minimalistes pour grand orchestre ou de longue durée. Dans d'autres cas, le minimalisme peut se caractériser par la répétition. Une répétition de cellules, motifs, harmonies ou mélodies qui vont revenir de manière entêtante avec, souvent, un épaississement orchestral. Autre point important, la musique minimaliste est souvent reliée à l'idée d'indétermination, c'est-à-dire d'aléatoire, d'incertain. Ce courant est sujet à débat quant à son réel intérêt artistique. Vous donner mon avis ne serait pas pertinent, mais ce qui me semble certain, c'est que toutes les réserves que l'on peut avoir à l'encontre du minimalisme dans son application au sein des arts monomédias s'effacent dès lors qu'on entre dans le domaine du multimédia. Soit dit en passant, je vous propose dans la description quelques exemples de musique minimaliste, si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi ressemble ce courant. Quelques notes de violon, un peu de timbale, un thérémine, qui tiennent seul les mêmes notes, pendant 3 minutes. Oui, dans un contexte de concert, ça pourrait ressembler à du foutage de gueule. Remboursé, au bûcher, on se paye notre tête, le mec il se contente du strict minimum. Eh bah oui, le mec se contente du strict minimum, c'est l'idée. Mais que se passe-t-il lorsqu'on décide de se contenter du strict minimum dans un art pluriel? Dans une œuvre dans laquelle l'espace laissé par ce vide peut être comblé par autre chose? Ces 3 notes de violon, ces timbales et ce thérémine, à quoi ressembleraient-ils alors? Prenons le cas de Limbo. C'est l'illustration même du minimalisme. Monochrome comme un Ad Reinhardt, muet comme un acte sans parole, ce jeu est une véritable expérience artistique qui amène à s'interroger sur la synesthésie. Ce phénomène neurologique qui fait se confondre les sens, entendre des odeurs, sentir des images, ou encore voir des goûts. Est-ce que piocher un tout petit peu dans l'ouïe, la vue, le toucher, etc., peut au final produire beaucoup dans la réception générale? À mon sens, dans le cas de Limbo, la réponse est oui.
Tout ce néant nous plonge avec le personnage principal dans la solitude des limbes. Les décors sont pour la plupart désertiques, les rencontres sont rares et peu amicales, et la musique en est seulement une. Ce vrombissement, ce vent, ces bruits, sommes-nous face à une musique composée ou à l'heureuse réunion simultanée d'événements sonores indépendants? Ce qu'on pourrait qualifier de musique dans Limbo est bien plus proche du sound design, ce qui n'a rien d'étonnant en fait. Celui qui s'en est chargé, Martin Stig Andersen, avait la double casquette de compositeur et sound designer. Et c'est un choix intéressant fait par les développeurs, intéressant et hardi. La musique est fédératrice, et Limbo est un jeu dont on ne pourra jamais siffloter le moindre thème. En vérité, plus encore que le minimalisme, Limbo nous montre l'intérêt du silence. Le fait qu'il est parfois judicieux de ne pas succomber à la tentation de vouloir forcément combler le vide, car la nature de l'homme a horreur du vide. Ce que peut également exploiter le compositeur de musique. Dans un paradigme dans lequel on est habitué à entendre constamment de la musique, à la radio, dans la rue ou à la télévision, le silence peut vite devenir plus oppressant que le plus dissonant des accords. Et lorsqu'un jeu nous propose un passage sans musique, ça trouble nos habitudes. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'un monstre va surgir? Est-ce enfin une accalmie bien méritée? Est-ce que le compositeur veut se la jouer ironique et vous faire croire qu'il va se passer quelque chose pour soudain vous balancer Pedro le chat? Face au néant, on n'a tout simplement aucune information. Et c'est la raison pour laquelle le genre du jeu d'horreur est sans doute celui qui exploite le plus le silence. Je voudrais m'intéresser à l'un des piliers du genre pour en parler, Resident Evil. Ce jeu est, de l'aveu même des développeurs, directement inspiré du travail de Romero, qui est le père fondateur du cinéma zombifique. Et ce dernier n'a jamais hésité à utiliser le silence de manière aussi subtile que la musique pour alimenter son ambiance. Prenons ce passage. Le silence est lourd. On n'entend que les pas du personnage et les corbeaux qui le surveillent. La tension est à son comble, et la menace est plurielle. La menace visible et la menace inaudible, la menace théorique. En l'absence de musique, on est laissé sans la moindre information. Et lorsque le dernier tableau tombe, une contrebasse se fait entendre. Les charognards vont-ils attaquer? Si vous avez bien joué, la réponse est non. Mais cet élément de musique, pourtant extrêmement simple, après un silence si pesant, amène à attendre quelque chose. D'ailleurs, même quand on entend de la musique dans Resident Evil, elle reste minimaliste au sens premier du terme. On se contente du strict minimum. Il n'y a pas de thème véritablement marquant dans le jeu. La musique a pour seul but de souligner l'action. Dès Alone in the Dark, considéré comme le premier du genre, cette caractéristique est l'une des signatures du survival. Cela engendre un sentiment de malaise. On ne sait pas toujours si on est face à un silence musical réel ou à une composition proche du bruitisme, ce courant utilisant des sons d'ordinaire considérés comme du bruit. La musique en est réduite à un rôle minimum. Elle soutient tellement qu'elle devient elle-même plus du sound design que de la musique. Je vous ai déjà parlé du jeu de Binding of Isaac dans mon épisode sur Super Meat Boy. Eh bien, l'un des aspects intéressants de ce jeu, lorsqu'il a été remanié pour devenir The Binding of Isaac Rebirth, est justement qu'il s'est rapproché, d'une certaine manière, de ce qu'on pourrait considérer comme un survival horror. Cela se retrouve déjà dans le gameplay. Si l'incertitude était déjà au cœur de ce jeu procédural dans sa première version, celle-ci explose dans son remake. Les salles ne sont plus toutes de même taille, et on peut, sans prévenir, atterrir dans une salle longue et fine, dans laquelle l'évitement des ennemis s'avère difficile, ou dans une salle beaucoup plus grande, que le regard ne peut explorer en une fois, et dans laquelle on ne sait jamais combien de monstres sont encore tapis. On a de moins en moins de repères, et cela se retrouve également dans la musique. J'ai adoré le travail de Danny Baranowski pour le jeu original, mais le choix de changement de compositeur pour Rebirth est intéressant. En effet, la musique est confiée à John Evans et Mathias Bossi, qu'on connaît notamment pour son travail dans le génialissime groupe Sleepy Time Gorilla Museum, qui est un de mes groupes favoris ever. Et que dire de cette nouvelle musique? Eh bien qu'elle est beaucoup plus insaisissable, elle a beaucoup moins d'aspérité auquel se raccrocher, et cela accentue la sensation de perte, d'absence de repères que l'on ressent déjà en s'identifiant à Isaac. Cela participe à rapprocher de plus en plus ce jeu de l'horrifique. Naturellement, le fait de vouloir des musiques sans aspérité n'est pas réservé aux seuls jeux horrifiques. La sensation de solitude engendrée par l'absence de musique a été très judicieusement utilisée dans Tomb Raider 1 par exemple. Les musiques sont rares dans cet opus, et cela aide à accompagner l'aventurière. Nous sommes avec elle, seuls, dans ses grottes, ses temples et ses évasions. Le cas se retrouve également dans les jeux de réflexion. Il serait délicat de rester concentré et intellectuellement disposé avec une musique super accrocheuse qu'on a envie d'écouter. Mais on quitte un peu le domaine du silence et du minimalisme.
Toutefois, il faut bien reconnaître que l'horreur reste sans doute celui qui permet au silence de s'exprimer le mieux. Comme je le disais, dans un monde dans lequel on est constamment saturé de musique, le silence, c'est l'incertitude. L'incertitude, c'est l'inquiétude de ce qui peut arriver, ce qui est potentiellement dangereux. On est une espèce qui a survécu suffisamment longtemps pour se reproduire parce que face à l'incertitude, elle flippait, du coup, bon, on va pas trop se plaindre, hein. Mais comme je l'ai dit, le minimalisme, ce n'est pas que cette économie de moyens. Le plus souvent, le minimalisme désigne la répétition en musique. Et si l'on devait prendre l'acception répétitive du minimalisme, celle qui est le plus généralement admise, on voit bien combien celle-ci est importante dans le média vidéoludique. En effet, les actions d'un joueur sont imprévisibles pour les développeurs, ce qui implique que les musiques doivent pouvoir être jouées à l'infini et s'appliquer le plus possible à des situations et réactions diverses et variées. Quoi de mieux alors que la répétition ? Celle-ci permet effectivement de ne pas avoir de fin définitive, de pouvoir constamment revenir au début d'une boucle, et ça c'est du pain béni pour des développeurs. Et au-delà de ça, certains jeux intègrent la répétition au cœur même de leur gameplay. Prenons le cas de 140 par exemple, dont j'ai déjà parlé et qui est, par ailleurs, très minimaliste dans son approche graphique. Il s'agit ici d'un jeu dans lequel on fait évoluer une forme géométrique dans l'espace d'un point à un autre. Et chaque nouveau point apporte un nouvel élément instrumental à une musique répétitive et obsédante. Ici, la répétitivité sert jusqu'au gameplay. Et compte tenu du gameplay, on peut dire que concernant ces problématiques de placement dans l'espace si chères aux minimalistes, on est servi. Par ailleurs, l'écriture répétitive est extrêmement proche de la composition de chansons pop, ou pop rock, ou zouk, enfin bref, de musique actuelle quoi. On se contente souvent de peu d'accords et de mélodies sans trop de richesse. Et de plus en plus, les musiques sont composées de cette manière pour les grands médias. Les musiques de trailer sont fondamentalement répétitives, et cette tendance se constate de plus en plus dans les musiques de films à proprement parler. Yann Tiersen, Philippe Glass, même combat. Et dans la mesure où le jeu vidéo et le cinéma évoluent depuis plusieurs années côte à côte, se copiant généreusement l'un l'autre, il n'y a pas à s'étonner que l'art vidéoludique adopte des codes musicaux de plus en plus proches de ceux de l'art audiovisuel. Mais plus encore que cette forme répétitive du minimalisme, vous avez bien compris que c'est le silence et l'absence de repères que j'ai eu envie de mettre à l'honneur dans cette vidéo. Je passe mon temps à parler des thèmes marquants, des mélodies immortelles, des classiques. Mais quelquefois, c'est dans la discrétion que s'exprime le mieux le génie d'un compositeur dans un domaine multimédia. Savoir mettre sa vanité de côté pour le bien de l'œuvre dans son ensemble, c'est quelque chose dont tout artiste devrait être capable. Et la musique, c'est l'organisation des sons, oui, mais aussi des silences. Il serait donc dommage de négliger cette part immense de la palette qui est à notre disposition.